Sensibiliser les hommes sur l'importance du dépistage précoce et encourager le soutien à la recherche sont les éléments qui marquent ce mois de novembre en matière de santé. Il s'agit de Novembre bleu. En effet, après Octobre rose, destiné à la lutte contre le cancer du sein chez la femme, Novembre bleu attire également l'attention sur une cause essentielle qui est la lutte contre le cancer de la prostate. Novembre bleu, nous voulons mettre l'accent sur les maladies qui touchent plus l'homme. Et la première maladie, c'est le cancer de la prostate. Vous avez vu que le ruban pour octobre, c'est rose. Et là, j'ai mis le rose en bas et puis le bleu en haut. Donc, ce qui veut dire que c'est un couple. Comment nous devons accompagner les hommes pour qu'ils viennent au dépistage? Le dépistage pour les hommes, ce n'est pas aussi complexe. Il suffit d'un toucher rectal ou bien la deuxième méthode, c'est prélever un peu de sang pour voir si l'homme n'a pas l'antigène spécifique prostatique qu'on appelle PSA. Parce qu'ils sont méconnus, ces cancers sont souvent diagnostiqués tardivement. Ainsi, cette période est spécialement dédiée à éduquer et à mobiliser les hommes autour de l'importance cruciale de dépister précocement les cancers spécifiques qui affectent leur santé, notamment ceux touchant les testicules et la prostate. Par ailleurs, au Togo, 10 cas sont observés en moyenne par an. Bien que peu fréquent dans le pays, il reste un problème de santé publique en raison de la faible accessibilité de la population au diagnostic. Nombre de personnes ont constaté que l'éducation togolaise actuelle n'est plus ce qu'elle était. Pour certains, des évolutions notables ont été observées, notamment en comparaison avec d'autres systèmes éducatifs de la sous-région. Cependant, d'autres estiment que malgré les réformes mises en place pour garantir une éducation de qualité, une régression est à constater. De façon générale, je dirais que dans la sous-région, l'éducation togolaise, on voit que ça a une cote de popularité plus élevée que par rapport à d'autres pays. Donc quand on prend le Bénin par exemple, ici il y a au lycée le probatoire qui est installé qui prépare déjà les élèves, qui les prépare au bac. Donc de ce côté, je dirais qu'on a une éducation qui est à un bon niveau. Si on compare ça à d'autres pays dans la sous-région. De mon point de vue, l'éducation togolaise est confrontée à de réels problèmes, ce qui fait qu'elle n'a pas d'évolution. Autrefois, avec le niveau CE2, des gens pouvaient être des directeurs, s'exprimer et bien écrire français, plus que des gens qui aujourd'hui ont des diplômes. L'évolution de l'éducation au Togo soulève un enjeu majeur, la maîtrise linguistique. Les avis sont unanimes sur ce point. Comparativement aux années précédentes, on note une baisse de niveau, en particulier en ce qui concerne l'expression écrite et orale des élèves. Il y a une régression, parce que dans le temps, le niveau de français, c'était bon à l'école. Mais aujourd'hui, prenons par exemple un enfant qui est au collège. Vous allez voir que dans le temps, le français était bon. Mais actuellement, tu prends un élève de 3e, pour s'exprimer en français avec toi, il aura des difficultés en fait. Mon père n'a pas dépassé la classe de CE2. Pourtant, il écrit et parle mieux français ainsi que l'anglais mieux que nous qui avons eu le baccalauréat et avons fait des études universitaires. Les élèves éprouvent souvent des difficultés à lire et à comprendre les cours qu'ils prennent eux-mêmes en note, une situation qui suscite l'inquiétude des parents. C'était mieux avant, mais la situation s'est détériorée. Les élèves écrivent eux-mêmes leurs cours, mais n'arrivent pas à les relire. C'est à nous d'essayer de déchiffrer ce qu'ils ont écrit quand ils rentrent. À notre époque, c'était encore gérable. L'usage trop fréquent de l'éveil les empêche de bien écrire et parler le français. Face à cette problématique croissante, le ministre de l'Éducation a publié une note de service visant à renforcer l'apprentissage de l'orthographe dans les écoles.
Tous les enseignants sont désormais tenus de corriger les fautes, quelle que soit la matière enseignée. Cependant, cette initiative soulève des questions. Si tous les enseignants doivent corriger les fautes de classe où le nombre d'élèves peut dépasser 80, pourront-ils réellement terminer le programme de base dans le délai ? Le gouvernement togolais prend de nouvelles dispositions pour la réforme de son système judiciaire. Après son passage à la Nouvelle République, le gouvernement prépare un nouveau code de l'organisation judiciaire, ayant pour objectif de simplifier les procédures et d'améliorer l'accès à la justice. Cette réforme permettra donc aux citoyens de faire entendre leur voix devant les tribunaux de manière plus accessible et équitable. À cet effet, il s'agira donc d'actualiser le code de procédure pénale, du code pénal, du code de procédure civile, ainsi que l'évaluation du principe de collégialité. Ces principaux tests en matière pénale et civile font donc objet de révision pour se conformer à la nouvelle constitution. Le code de procédure pénale sera également modernisé afin d'intégrer des mécanismes respectant les droits de l'homme tout en garantissant la sécurité du pays. En outre, le nouveau test inclura des mécanismes alternatifs de résolution des conflits et également du principe de collégialité qui consiste à rendre des jugements de manière collective. La Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication a suspendu le bimensuel Tampa Express pour une durée de 3 mois. Une décision annoncée ce lundi par le régulateur des médias. Les manquements répétés aux règles déontologiques et éthiques sont les raisons de cette suspension. La dernière raison en date se rapporte à un article intitulé « Dr Sandra Ablamba Johnson, l'étoile montante des putains de la République dans ses œuvres » publié le 30 octobre 2024. Selon le communiqué de la HAC, le rapport du service de monitoring de la HAC révèle des manquements professionnels graves dans la rédaction de l'article, notamment la publication des fausses informations et des accusations graves sans preuve à l'encontre du secrétaire général de la présidence, Dr Sandra Ablamba Johnson. Le directeur de publication du journal Tampa Express n'a pu présenter des preuves de la véracité des informations et accusations publiées dans l'article de son journal lors de la séance d'audition organisée par la HAC. Selon l'institution, les violations répétées des règles déontologiques et éthiques de la profession de journaliste font donc preuve d'un choix assumé du directeur de publication du journal et de l'ensemble de ses équipes. Ils sont donc accusés de ne pas respecter les dispositions du Code de la presse et de la communication en vigueur au Togo, ainsi que celles du Code de la déontologie du journaliste togolais. Des creuseurs artisanaux à perte de vue. Le site de Pakwabo, à une quinzaine de kilomètres de Bouaflé, dans le centre de la Côte d'Ivoire, n'a pas toujours été dédié à l'exploitation de l'or. Avant, son propriétaire employait des paysans qui cultivaient cette terre. Mais plus personne aujourd'hui ne veut, dit-il, la travailler comme avant. Alors lui aussi s'est adapté. Depuis que le voyage est arrivé, les enfants même refusent d'aller au champ. Ils refusent d'aller au champ et puis bon, quand c'est comme ça, la nourriture aussi devient très chère. L'or fait mieux vivre son homme que l'agriculture ou la pêche. Mais son exploitation impacte la sécurité alimentaire des habitants de la région, menace leur survie. Les terres arables disparaissent. Cela fait quelques années que cette activité s'est développée ici et les jeunes du coin se détournent du reste. Comme Salès Kwame Konan, 18 ans, récemment converti. À la base, je suis un élève. Avant, on pêchait un peu pour subvenir à nos besoins, pour payer les cours pour aller à l'école. Et puis arrivé à un certain moment, il y a eu l'arrivée de l'or là. La pêche, ça donnait moins. Il faut tuer assez de poissons pour avoir au moins 10 000 ou 20 000, mais avec l'or là, c'est un peu rapide. Il est de toute façon interdit de pêcher temporairement dans le Bandama, qui déborde en ce moment. Les autorités veulent que le fleuve, surexploité, reconstitue ses réserves halieutiques. Des traces de mercure, interdits mais utilisés par certains orpailleurs illégaux, ont aussi été retrouvées dans les poissons ces derniers mois. Car le code minier ivoirien impose des règles aux mineurs artisanaux. Être déclaré, ne pas utiliser de produits toxiques et reboucher les trous après exploitation pour que la nature reprenne ses droits.
Richard Douin, exploitant artisanal du Mans, enregistré, travaille à Paquabo. Il se veut exemplaire, responsable et s'emploie à réhabiliter certains sites en rebouchant ces trous laissés béants par des orpailleurs clandestins, souvent actifs la nuit. Vous voyez comment ça a été remblayé jusqu'à dedans là-bas. Là-bas, la forêt est déjà revenue carrément. D'ici l'année prochaine, voire l'année prochaine, les paysans peuvent venir aussi reprendre leur activité qu'ils faisaient avant. Selon l'ONG Planet Gold, l'exploitation aurifère artisanale concerne 24 des 31 régions de la Côte d'Ivoire et emploie plus de 500 000 personnes. En 2022, la Commission nationale des droits de l'homme de Côte d'Ivoire établissait que près de 25 000 orpailleurs travaillaient clandestinement dans le pays sur plus de 200 sites, une activité qu'elle qualifie de fléau. C'est une rencontre sous haute sécurité, tenue secrète jusqu'à la veille. Pendant quelques heures, le poste frontière de la Corniche, séparant la ville congolaise de Goma avec celle rwandaise de Gisenyi, a même été fermé au public. La barrière s'ouvre. Olivier Nduhungirehe, le ministre des Affaires étrangères rwandais, et son équipe s'avancent. Une poignée de main franche avec un haut gradé de l'armée congolaise, puis très brève avec la ministre des Affaires étrangères de la RDC. Les relations entre les deux pays restent extrêmement tendues. Les rebelles du M23, soutenus par le Rwanda, continuent de progresser dans l'est de la RDC. Aujourd'hui, sous l'égide de l'ONU et de l'Angola, les deux ministres ont malgré tout accepté cette réunion. Son but, mettre en place un mécanisme de surveillance de la situation sécuritaire. Aujourd'hui, c'était le jour pour le lancement de ce mécanisme ad hoc renforcé qui a été présenté avec 18 officiers angolais, 3 officiers de liaison congolais et 3 officiers de liaison rwandais. Et donc nous sommes ici pour la paix, pour qu'il y ait un mécanisme de vérification du cessez-le-feu qui a été convenu le 4 août et qui doit être respecté. Et pourtant sur le terrain, pas de cessez-le-feu. La guerre bat son plein. Les rebelles du M23 ont pris dimanche le contrôle de Kamandi-Jit, au nord Kivu, avant de se retirer 2 jours plus tard. Une situation et un double discours qui excèdent les représentants de la société civile congolaise. Il faut noter que c'est toujours les mêmes discours que nous avons toujours entendus. On n'a pas vraiment entendu ce que nous pensions entendre. C'est surtout l'arrêt de la guerre. C'est surtout le retrait de RDF sur le sol congolais. Du côté congolais, aucune déclaration n'a été faite à la presse. La prochaine session de négociation est prévue le 16 novembre à Luanda, en Angola. Les deux pays devraient y discuter du retrait des troupes rwandaises du sol congolais. Sous ces draps, des dizaines de corps. Que la paix soit sur vous, ce sont les martyrs d'Al-Syria. Plus de 100 personnes. Que Dieu se venge, que Dieu se venge. Des assassinats de Soudanais dans l'état de Guézira, attribués aux paramilitaires des forces de soutien rapide aux ordres du général Emeti. Des dizaines d'autres civils auraient été faits prisonniers. Salwa Abdallah a subi l'un de leurs raids alors qu'elle se remettait à peine de son accouchement. Elle était en présence de son enfant et de sa mère lors de l'arrivée des FSR. Une fois qu'ils sont entrés, ils ont dit « Donnez-nous ce que vous avez. Nous tuerons votre enfant et cette vieille femme si vous ne le faites pas. » Je leur ai donné l'argent que j'avais. Ils m'ont demandé de leur donner mes bijoux. Je leur ai dit que je le ferais. Des scènes qu'ont connues de nombreux Soudanais ces derniers jours. Yaya Babaker a perdu son fils dans l'une de ces attaques. Il raconte son traumatisme. Ils nous ont dit qu'ils nous priveraient de sommeil la nuit. Ils sont venus au village la nuit et nous ont épuisés. Ceux qui avaient un téléphone portable, on leur a confisqué. Ceux qui mouraient étaient enterrés à 17h, voire après le coucher du soleil. Le comité de résistance Ouad Madani aurait identifié 169 personnes tuées depuis le 20 octobre, mais il assure qu'il y aurait des centaines d'autres décès. Les survivants évoquent des méthodes inhumaines. Hachim Bachir, pourtant amputé d'une jambe, n'a bénéficié d'aucune empathie. Ils sont très cruels et très vicieux. Ils n'ont aucune pitié pour les personnes âgées, les femmes, les hommes ou les enfants.
Ils frappent. Si vous survivez à leur tir, ils vous frappent à la tête. Si vous survivez encore, ils vous frappent avec un fouet, comme des enfants, et vous font pleurer comme des enfants. Les forces de soutien rapide nient avoir ordonné certaines attaques. Elles attribuent les violences dans l'état de Gezira à l'armement des communautés locales par l'armée soudanaise. Le kéfier entoure le shawarma. La petite Gaza du Caire joue des symboles pour attirer ses clients. Des petits commerces gazaouis ont ouvert ces derniers mois dans le quartier de Nasser City, montés de toutes pièces par des Palestiniens qui ont fui les bombardements. Si la guerre s'arrêtait maintenant, il me faudrait au moins 2 ou 3 ans pour retourner à Gaza. Gaza est totalement détruite. Elle a besoin d'être reconstruite. Elle ne sera pas prête du jour au lendemain. Les choses sont difficiles. C'est pourquoi ma décision d'ouvrir un restaurant en Égypte est le meilleur choix que je puisse faire aujourd'hui. Bassem s'est servi de ses économies et doit veiller sur ses enfants étudiants à l'université. Selon des sources palestiniennes en Égypte, il serait 120 000 Palestiniens à être entrés dans le pays, pour la plupart par Rafah, avant sa fermeture par l'armée israélienne en mai dernier. Beaucoup d'entre eux sont dans une situation précaire. Le plus gros problème auquel nous sommes confrontés, c'est que nous n'avons pas le statut de résident. Car si nous avions le statut de résident en tant que Palestiniens, les choses seraient très différentes en termes d'adaptation ici. Le commerce commence à peine à fonctionner. Ces Palestiniens n'ont de toute façon pas d'autre choix que de recommencer à zéro. Lancer un investissement ici est risqué parce que je n'ai pas beaucoup d'argent et que je ne peux pas en mettre la moitié ou le quart de côté pour être tranquille. Il y a une crainte à lancer un projet en dehors de son pays lorsqu'on n'y est pas connu. Si nous sommes contraints de ne pas retourner à Gaza, nous devrons nous adapter à la nouvelle situation, vivre au Caire et commencer une nouvelle vie. Kazem voudrait bien retourner à Gaza, mais pas son fils Nader, gérant du magasin. Il veut désormais faire sa vie en Égypte avec ses 2 enfants. L'ex-président américain Donald Trump, dont la carrière politique a été souvent marquée par la division et les querelles, a déclaré lors de sa soirée électorale tôt ce mercredi qu'il était temps d'unir le pays. Trump s'adressait à ses partisans, entouré de sa famille, de ses amis et de ses principaux soutiens politiques. Nous allons tenir notre promesse. Rien ne m'empêchera de tenir ma parole envers vous, le peuple. Nous rendrons l'Amérique à nouveau sûre, forte, prospère, puissante et libre. Et je demande à chaque citoyen à travers notre pays de se joindre à moi dans cette noble et juste entreprise. Il est temps de laisser derrière nous les divisions de ces 4 dernières années. Il est temps de s'unir et nous allons essayer, nous devons essayer et cela va arriver, le succès nous rassemblera. Donald Trump a été élu 47e président des États-Unis, un retour en force à la Maison-Blanche après des condamnations et 2 tentatives d'assassinat.